La Révolution française. Elle a commencé par la colère d'un peuple affamé, elle a fait tomber une forteresse presque vide, elle a envoyé un roi indécis et une reine détestée à la guillotine, elle a été manipulée par l'ombre, et elle a donné naissance à Napoléon Bonaparte. Mais quel est son véritable héritage? Que reste-t-il, au-delà des images officielles et des mythes racontés depuis plus de 2 siècles? Le grand secret de la Révolution française est que son héritage est à la fois lumineux et sombre. D'un côté, elle a ouvert la voie à des idéaux universels, la liberté, l'égalité devant la loi, la fin des privilèges, la voix du peuple qui s'élève face au roi. Elle a prouvé qu'un ordre millénaire pouvait être renversé par la volonté des masses. Elle a donné naissance à une nouvelle ère politique, où l'idée de démocratie est devenue possible. Mais de l'autre côté, l'héritage est sanglant. La terreur a montré comment les idéaux peuvent se transformer en cauchemars. Des milliers d'hommes et de femmes ont été guillotinés au nom de la liberté. La Révolution a enfanté autant d'espoir que de désespoir. Elle a brisé des chaînes, mais elle en a forgé de nouvelles. Elle a renversé un roi pour créer un empereur. Elle a promis la paix, mais a déclenché des guerres qui embrasèrent l'Europe entière. L'héritage caché de la Révolution française, c'est ce paradoxe permanent. Une lumière qui a inspiré le monde, et une ombre qui continue de hanter l'histoire. Elle a inspiré les révolutions de 1830, de 1848, et même au-delà, les indépendances en Amérique latine, les mouvements démocratiques du 19e et 20e siècle. Chaque peuple en lutte contre la tyrannie a puisé dans le cri de 1789. Mais chaque dictature née d'une révolution a aussi porté son empreinte. Aujourd'hui encore, quand on prononce les mots liberté, égalité, fraternité, on entend l'écho de 1789. Mais derrière ce cri se cachent aussi les larmes, le sang et les secrets. Car la Révolution française n'a jamais été une histoire simple. Elle a été une tragédie, une épopée, un laboratoire de l'avenir. Son héritage est caché dans les symboles, la Bastille tombée pour toujours, la silhouette de Louis XVI marchant vers l'échafaud, le visage de Marie-Antoinette devenue une légende, l'ombre de la guillotine planant sur une nation, et enfin la figure de Napoléon transformant le chaos en empire. Et c'est peut-être là le plus grand secret, la Révolution française n'est pas terminée. Elle vit encore, dans nos idées, dans nos lois, dans nos rêves de justice. Son héritage caché est en nous. Un héritage qui nous rappelle que chaque liberté conquise peut être perdue, que chaque idéal peut se déformer, et que derrière chaque révolution, il y a toujours une vérité que personne ne raconte. Tout le monde connaît la Bastille. Dans l'imaginaire collectif, elle est le symbole absolu de la tyrannie, le lieu où le roi enfermait ses ennemis, une forteresse sombre remplie de prisonniers politiques hurlant derrière des barreaux de fer. On imagine des centaines d'hommes enchaînés, des écrivains censurés, des innocents condamnés à l'oubli. Et pourtant, la vérité est tout autre. Le premier grand secret de la Révolution française est que, le 14 juillet 1789, la Bastille n'était presque pas une prison. Ce matin-là, quand le peuple de Paris se mit en marche vers la forteresse, il croyait libérer des milliers d'âmes torturées. Il pensait renverser une machine de répression impitoyable. Mais en réalité, à l'intérieur de ces murs épais, il n'y avait que 7 prisonniers. Oui, seulement 7. Parmi eux, aucun grand révolutionnaire, aucun écrivain célèbre. Il y avait quelques faussaires, un noble fou jugé dangereux, et 2 hommes accusés de crimes mineurs. Rien qui ne justifie l'image mythique que l'histoire a retenue. Alors pourquoi la Bastille est-elle devenue le symbole de la Révolution française? Parce que ce n'était pas seulement une prison. C'était une image. Une forteresse imposante, avec ses tours massives et ses fossés profonds, plantée au cœur de Paris. Pendant des générations, elle avait représenté la peur. On disait que le roi pouvait y envoyer qui il voulait, sans procès, simplement par une lettre de cachet. Et pour le peuple, cette menace suffisait, la Bastille était le point fermé de la monarchie. Le 14 juillet, les Parisiens n'ont pas libéré des prisonniers, ils ont libéré une idée. Ils ont détruit le symbole de l'oppression. Ils ont prouvé que le peuple pouvait renverser la peur elle-même. La chute de la Bastille, ce n'est pas une victoire militaire, la garnison était faible, la bataille limitée, c'est une victoire psychologique et politique. En quelques heures, un bâtiment est tombé, mais avec lui c'est tout un système qui a vacillé.
Et c'est là le secret que personne ne raconte. L'importance de la Bastille ne réside pas dans ses murs, ni dans ses prisonniers, mais dans ce qu'elle représentait. Ce jour-là, le peuple a compris qu'il pouvait attaquer l'inaccessible, détruire l'intouchable. La Bastille n'était presque pas une prison. Mais elle est devenue le cœur battant de la Révolution française. Une forteresse de pierre transformée en un mythe éternel. Quand on pense à la Révolution française, une image revient sans cesse, celle d'un roi cruel, indifférent à la souffrance de son peuple, un monarque égoïste qui ne voyait dans la France qu'un trésor à exploiter. Mais ce portrait, souvent répété dans les récits révolutionnaires, cache une vérité bien plus complexe. Le deuxième secret de la Révolution française est que Louis XVI n'était pas un tyran cruel. Louis XVI n'était pas un roi sanguinaire. Au contraire, c'était un homme timide, maladroit, souvent hésitant. Il aimait la chasse, la mécanique, et passait des heures à réparer des horloges et des serrures. Là où d'autres souverains aimaient le pouvoir et la guerre, lui se passionnait pour les détails techniques et les plaisirs simples. Certains de ses proches disaient même qu'il n'était pas fait pour régner. Pourtant, le destin l'avait placé sur le trône d'un des royaumes les plus puissants d'Europe. Le problème de Louis XVI n'était pas la cruauté, mais l'indécision. Il voulait réformer, alléger certains impôts, moderniser le royaume. Mais chaque fois, il reculait face à la pression de la noblesse et du clergé. Il n'avait ni la fermeté d'un despote, ni la vision d'un réformateur. Il se retrouvait prisonnier d'un système trop vieux, trop rigide, incapable de s'adapter. Et cette faiblesse allait lui coûter sa couronne, puis sa vie. Pourtant, le peuple ne voyait pas cette hésitation. Dans les rues de Paris, on parlait d'un roi qui ne faisait rien, qui laissait les familles mourir de faim. Les pamphlets révolutionnaires l'accusaient d'être insensible, de banqueter à Versailles pendant que les enfants pleuraient. L'image d'un roi tyran se construisit plus vite que la réalité d'un roi maladroit. La propagande fit de Louis XVI un monstre, alors qu'il était surtout un homme dépassé par les événements. Et c'est là le véritable secret, Louis XVI n'était pas un roi cruel, mais un roi faible. Et parfois, la faiblesse est plus dangereuse que la cruauté. Car son incapacité à agir, à choisir entre répression et réforme, a précipité la chute de la monarchie. Il n'a pas su écouter son peuple, ni ses ministres, ni son époque. Et dans le silence de son indécision, la Révolution a trouvé sa voie. Le destin de Louis XVI ne fut pas celui d'un tyran abattu par la justice du peuple, mais celui d'un homme ordinaire piégé dans un rôle trop grand pour lui. Il n'a pas perdu sa tête parce qu'il était cruel, mais parce qu'il n'a jamais su être roi dans un temps où la France réclamait un vrai leader. Parmi tous les personnages de la Révolution française, aucun n'est aussi fascinant et controversé que la reine Marie-Antoinette. Dans l'imaginaire collectif, elle est la reine frivole, arrogante, déconnectée de son peuple. Une femme qui aurait prononcé une phrase devenue légendaire, qu'il mange de la brioche. Selon la rumeur, lorsqu'on lui annonça que le peuple mourait de faim, elle aurait répondu avec mépris que, s'il n'y avait pas de pain, les pauvres pouvaient manger du gâteau. Mais voici le grand secret, Marie-Antoinette n'a probablement jamais prononcé ces mots. Cette phrase circulait déjà dans les écrits philosophiques avant même que la reine n'arrive en France. On la retrouve dans les écrits de Rousseau, attribués à une autre princesse. Mais dans la fureur révolutionnaire, cette légende devint une arme. Car elle incarnait parfaitement l'image que le peuple voulait donner d'elle, une reine étrangère, autrichienne, insouciante et cruelle. En réalité, Marie-Antoinette n'était pas indifférente au sort du peuple. Ses lettres témoignent de son inquiétude, parfois de sa peur face aux émeutes. Mais son style de vie, son goût pour le luxe, ses coiffures extravagantes, ses fêtes à Versailles, tout cela l'éloignait du quotidien des Français. Chaque robe de soie, chaque diamant, chaque banquet devenait un symbole du fossé qui séparait la monarchie de la rue. Et dans un temps où la faim tuait, ce fossé se transformait en haine. Les pamphlets révolutionnaires se déchaînèrent contre elle. On l'accusait de débauche, de trahison, de complot avec l'Autriche. On lui donnait des surnoms cruels, l'Autrichienne, Madame Déficit. La légende du gâteau vint renforcer cette image monstrueuse. Peu importait qu'elle soit fausse. Elle collait parfaitement à la caricature de la reine détestée. Le vrai drame est là, Marie-Antoinette devint une prisonnière de la propagande. Chaque geste était interprété contre elle. Un sourire à la cour? Un signe d'arrogance.
Un silence? Une preuve de mépris. Un bijou? Une insulte au peuple affamé. Elle n'avait plus d'échappatoire. Et ainsi, la légende du gâteau ne fut pas une simple phrase, mais une arme psychologique. Elle transforma une reine en symbole de l'injustice, une femme en monstre. Elle fit d'elle l'ennemi numéro 1 du peuple, bien avant que la guillotine ne scelle son destin. Le secret de Marie-Antoinette, c'est qu'elle n'a pas été condamnée seulement pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle représentait. Elle devint la personnification vivante de l'Ancien Régime. Et cette phrase, qu'il mange de la brioche, qu'elle n'a sans doute jamais prononcée, a suffi pour graver dans l'histoire l'image d'une reine méprisant la souffrance de son peuple. Voilà comment une rumeur peut changer le cours du monde. La Révolution française est souvent décrite comme une explosion spontanée du peuple. Un cri de faim, un cri de colère, une révolte née des rues de Paris et des campagnes écrasées par les impôts. Mais voici le 4e secret, derrière cette apparente spontanéité, la Révolution a aussi été manipulée, encouragée et parfois dirigée depuis l'ombre. Dès les premiers mois de 1789, des groupes puissants se forment. Les clubs politiques apparaissent, le club breton, qui deviendra plus tard le célèbre club des Jacobins, réunit des avocats, des intellectuels, des bourgeois ambitieux. Dans ces salons enfumés, on écrit des discours, on prépare des motions, on aiguise les idées qui enflammeront bientôt les foules. Mais derrière ces clubs se cachent aussi des financements, des soutiens invisibles, parfois venus de l'étranger. Les sociétés secrètes, comme certaines loges maçonniques, jouent également un rôle. On y débat des droits de l'homme, de la fin des privilèges, mais aussi de stratégie politique. Ces lieux, fermés au peuple, deviennent des laboratoires idéologiques. Le peuple croit se soulever seul, mais ses slogans, ses mots d'ordre, lui sont souvent soufflés par ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Et il y a l'influence des puissances étrangères. L'Angleterre, par exemple, observe avec attention l'agitation en France. Un affaiblissement de la monarchie française servirait ses intérêts. Des pamphlets circulent, financés discrètement, alimentant la haine contre Louis XVI et Marie-Antoinette. L'image de la reine, déjà impopulaire, est noircie par des rumeurs savamment diffusées. Elle est accusée de comploter avec l'Autriche, son pays d'origine, ce qui alimente encore davantage la haine populaire. Ainsi, derrière chaque cri de liberté, égalité, fraternité, il y avait aussi des calculs politiques, des mains invisibles. La Révolution française ne fut pas seulement une révolte du peuple contre la faim, mais aussi une guerre d'influence. Les clubs, les loges, les financiers, les espions, tous ajoutaient leur flamme à l'incendie. Ce secret change notre vision, le peuple de 1789 fut courageux, il s'est levé avec détermination. Mais il fut aussi manipulé, utilisé comme une arme par des forces plus puissantes. La chute de la Bastille, les cris de la foule, les guillotines dressées plus tard, tout cela fut amplifié par ceux qui avaient intérêt à voir l'Ancien Régime s'effondrer. La Révolution française a été écrite par le sang du peuple, mais son scénario, lui, a souvent été dicté dans l'ombre. Quand on parle de la Révolution française, on pense immédiatement à la Bastille, à Louis XVI, à Marie-Antoinette, à la guillotine. Mais un autre nom surgit toujours, un nom qui dépasse la Révolution elle-même, Napoléon Bonaparte. Et voici le 5e secret, Napoléon n'était pas l'ennemi de la Révolution. Il en était l'enfant. Sans le chaos de 1789, jamais Napoléon n'aurait existé tel que l'histoire l'a connu. En 1789, Napoléon n'est qu'un jeune officier corse, issu d'une famille modeste de petite noblesse provinciale. Sans fortune, sans appui, il semblait condamné à une carrière militaire médiocre. Mais la Révolution change tout. En détruisant l'Ancien Régime, elle abolit les privilèges qui bloquaient son ascension. Dans la Nouvelle-France, ce ne sont plus seulement les grands noms aristocratiques qui comptent, ce sont le talent, l'audace et la loyauté envers la nation. Le jeune Napoléon profite de ce bouleversement. Pendant que la monarchie s'écroule et que la terreur ensanglante Paris, il gravite dans l'armée révolutionnaire. Ses talents d'organisateur et sa science militaire impressionnent. À Toulon, il se distingue par sa stratégie et offre à la France une victoire éclatante contre les Anglais. En quelques années, celui qui n'était qu'un obscur lieutenant devient général. C'est la Révolution qui a ouvert cette porte. Mais l'enfant de la Révolution n'est pas qu'un soldat.
Napoléon comprend le vide laissé par l'effondrement du pouvoir royal. Le roi n'est plus, les assemblées sont divisées, le peuple est fatigué de la guerre civile et des exécutions. Ce que la France réclame, c'est un chef. Un homme capable de restaurer l'ordre tout en gardant l'héritage de 1789, la fin des privilèges, l'égalité devant la loi, la gloire nationale. Napoléon incarne ce paradoxe, héritier de la Révolution, mais fossoyeur de ses idéaux les plus radicaux. Car s'il conserve la devise de liberté, égalité, il impose aussi un pouvoir autoritaire, centralisé, militaire. L'enfant de la Révolution devient bientôt l'empereur de la France. Et en se couronnant lui-même en 1804, il ferme le cercle, du chaos révolutionnaire est né un nouvel empire. Voilà le secret, sans la Révolution française, Napoléon n'aurait été qu'un officier parmi tant d'autres. Mais grâce au vide créé par l'effondrement de l'Ancien Régime, il est devenu l'un des plus grands personnages de l'histoire. La Révolution a détruit un roi, mais elle a donné naissance à un empereur. La Révolution française. Elle a commencé par la colère d'un peuple affamé, elle a fait tomber une forteresse presque vide, elle a envoyé un roi indécis et une reine détestée à la guillotine, elle a été manipulée par l'ombre, et elle a donné naissance à Napoléon Bonaparte. Mais quel est son véritable héritage? Que reste-t-il, au-delà des images officielles et des mythes racontés depuis plus de 2 siècles? Le grand secret de la Révolution française est que son héritage est à la fois lumineux et sombre. D'un côté, elle a ouvert la voie à des idéaux universels, la liberté, l'égalité devant la loi, la fin des privilèges, la voix du peuple qui s'élève face au roi. Elle a prouvé qu'un ordre millénaire pouvait être renversé par la volonté des masses. Elle a donné naissance à une nouvelle ère politique, où l'idée de démocratie est devenue possible. Mais de l'autre côté, l'héritage est sanglant. La terreur a montré comment les idéaux peuvent se transformer en cauchemars. Des milliers d'hommes et de femmes ont été guillotinés au nom de la liberté. La Révolution a enfanté autant d'espoir que de désespoir. Elle a brisé des chaînes, mais elle en a forgé de nouvelles. Elle a renversé un roi pour créer un empereur. Elle a promis la paix, mais a déclenché des guerres qui embrasèrent l'Europe entière. L'héritage caché de la Révolution française, c'est ce paradoxe permanent. Une lumière qui a inspiré le monde, et une ombre qui continue de hanter l'histoire. Elle a inspiré les révolutions de 1830, de 1848, et même au-delà, les indépendances en Amérique latine, les mouvements démocratiques du XIXe et XXe siècle. Chaque peuple en lutte contre la tyrannie a puisé dans le cri de 1789. Mais chaque dictature née d'une révolution a aussi porté son empreinte. Aujourd'hui encore, quand on prononce les mots liberté, égalité, fraternité, on entend l'écho de 1789. Mais derrière ce cri se cachent aussi les larmes, le sang et les secrets. Car la Révolution française n'a jamais été une histoire simple. Elle a été une tragédie, une épopée, un laboratoire de l'avenir. Son héritage est caché dans les symboles, la Bastille tombée pour toujours, la silhouette de Louis XVI marchant vers l'échafaud, le visage de Marie-Antoinette devenue une légende, l'ombre de la guillotine planant sur une nation, et enfin la figure de Napoléon transformant le chaos en empire. Et c'est peut-être là le plus grand secret, la Révolution française n'est pas terminée. Elle vit encore, dans nos idées, dans nos lois, dans nos rêves de justice. Son héritage caché est en nous. Un héritage qui nous rappelle que chaque liberté conquise peut être perdue, que chaque idéal peut se déformer, et que derrière chaque révolution, il y a toujours une vérité que personne ne raconte.